Dans ce passage, il est discuté du rôle de l'astral chez l'homme et de son impact sur le mental. Il est expliqué que l'énergie mentale chez l'homme n'existe pas réellement, mais qu'il s'agit plutôt d'une énergie intellectuelle en développement. L'astral peut se superposer à cette énergie naissante et influencer son expression, donnant ainsi l'impression que le mental est embrouillé. Cependant, une personne qui maîtrise son énergie astrale peut dominer cette influence. Il est souligné que l'astral cherche avant tout à s'exprimer et qu'il utilise le mental comme canal d'expression. Cela peut parfois donner l'impression que le mental s'exprime, mais en réalité, il y a eu une teinture ou une manipulation de l'astral. Il est précisé que l'énergie mentale ou intellectuelle ne peut pas être teintée par quoi que ce soit, mais que seule l'expression dans notre monde peut l'être. La conscience peut être teintée par l'astral ou le mental, et dans ce cas, le mental peut croire à tort que c'est lui qui pense ou agit. La domination de l'énergie mentale sur l'astral consiste donc à pouvoir se servir pleinement du canal d'expression sans être teinté. Actuellement, l'expression de ces énergies est souvent teintée, car le mental veut s'exprimer mais l'astral l'empêche également de le faire. Le but serait d'arriver à une expression pure et logique de l'énergie mentale. Dans ce texte, il est affirmé que les différentes énergies, mentales, astrales, physiques, ne se battent pas entre elles. Est-ce que c'est dans l'expression de ces énergies qu'il peut y avoir des problèmes? L'expression des énergies se fait principalement à travers le corps physique, et c'est là qu'il peut y avoir une lutte ou une disharmonie entre elles. Il est également précisé que l'astral ne teinte pas le mental, mais plutôt son expression. Le texte souligne également que la motivation de l'ego est égale à la motivation elle-même, et qu'il existe différentes dimensions de conscience qui peuvent créer des incompréhensions entre individus. Finalement, il est mentionné que l'évolution de l'homme se fait non seulement en termes de hauteur et de profondeur, mais aussi en termes de largeur, avec différentes dimensions de conscience. Dans cette synthèse, l'auteur discute de la relation entre l'ego, la motivation et la volonté. Il explique que l'ego et la motivation ne sont pas la même chose, car la motivation peut également être liée à la conscience mentale. L'auteur souligne que la volonté est une expression de l'énergie, et que le désir et la volonté sont semblables. Il mentionne également que l'intellect peut être teinté par l'astral et avoir moins de volonté pour réaliser ce qu'il veut faire. L'auteur affirme que l'ego, la motivation et la volonté sont essentiellement des expressions. Il souligne l'importance de comprendre que l'ego est équivalent à la motivation si celle-ci provient de l'ego, et que cela s'applique à tous les plans. L'auteur précise également que la croyance se fait dans l'expression et non dans la réalité. Enfin, il explique que l'homme qui se conscientise ne croit plus en rien, il utilise son savoir dans l'instant présent et n'accorde pas d'importance aux concepts et aux mémoires. Le texte parle de la différence entre savoir et croire. L'auteur fait valoir que le fait de tout savoir n'est pas nécessaire et inutile à moins d'en avoir besoin immédiatement. Il avance que la connaissance est accumulée par peur et insécurité, tandis que le vrai savoir réside dans l'instant présent et ne nécessite ni croyance ni doute. L'expression personnelle est considérée comme étant le véritable enjeu de l'humanité, et le contrôle de cette expression est l'objectif du mental. L'auteur conclut en disant qu'il ne faut plus croire une fois qu'on a atteint un certain niveau de compréhension. La croyance et la compréhension sont deux formes d'énergie différentes. On peut croire ou comprendre, mais pas les deux en même temps. Un conférencier vivant ne peut pas être interprété de la même manière qu'une personne du passé dont on peut consulter les écrits. Une personne qui se conscientise cesse de se croire, mais croit en d'autres. Cela diffère de la simple croyance. Certains individus font partie de la 6e sous-race et sont plus avancés dans leur évolution. Cependant, il n'est pas important de les distinguer, mais de comprendre leur rôle dans l'éducation des autres. Il existe un racisme ésotérique entre ceux qui savent, ceux qui cherchent à savoir et le reste de l'humanité. Ceux qui ne sont pas dans une démarche d'évolution ne peuvent pas être sauvés ou jugés. Il faut se méfier du jugement, car en jugeant les autres, on se place sur le même plan et on risque d'être jugé à son tour. Les êtres élus sont placés où ils doivent être, mais ce terme est à prendre avec précaution. La compréhension est un atout essentiel. Cependant, parmi ceux qui sont capables de comprendre, certains peuvent être trop orgueilleux pour mettre en pratique leur compréhension. Cela risque de perdre les opportunités de compréhension. Plus il y a d'individus capables de comprendre sur Terre, plus il y aura de chances de passer à la 6e race. Notre naissance nous donne une possibilité d'expression, et c'est cette expression qui nous place dans un état de sous-race. Ce n'est pas notre naissance en elle-même qui décide de notre état.
Nos pensées n'ont aucun effet sur notre karma, seuls nos actes et nos paroles comptent. Ce que nous exprimons détermine les élus des non-élus. Les élus sont ceux qui font preuve d'efficacité dans leur expression. Ce n'est pas la moralité ou la religion qui détermine les élus, mais l'efficacité de leur expression. Ceux qui traversent les guerres en restant vivants sont souvent ceux qui sont efficaces dans leur expression et non ceux qui ont de bons concepts moraux. Une personne de la 6e race peut être reconnue par ses actions, et chacun de nous peut se reconnaître par ses propres actions. Ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs à un moment donné qu'on est en soi un élu, c'est plutôt par le rayonnement de nos énergies. Plus nous rayonnons la paix, moins nous rayonnons la violence. Cependant, le rayonnement de la paix n'est pas une fin en soi, le plus important est de rayonner notre véritable essence. Ce texte aborde le sujet de l'efficacité et de l'énergie. Il décrit une personne efficace comme quelqu'un qui rayonne une énergie efficace et qui est riche. Cependant, il souligne que l'efficacité ne se résume pas seulement à l'argent. Il évoque également la notion de période dépressive causée par une différenciation du potentiel d'énergie. Il explique que le Valium, un médicament dépressif, n'améliore pas la réception de l'énergie mais seulement son effet dépresseur. Il insiste sur le fait que se bourrer de Valium peut conduire à une dépendance et à une détérioration mentale, contrairement à la réception d'énergie supramentale qui n'engendre pas de dépendance. Enfin, il rappelle qu'il ne faut pas confondre les symptômes avec la cause réelle d'un problème de santé et que le désir égoïque de recevoir plus d'énergie ne garantit pas sa réception. Finalement, il met en garde contre l'utilisation du Valium qui engourdit le système nerveux central et empêche la réception de l'énergie. La recherche de drogue est motivée par le désir de trouver des contacts énergétiques et de vivre des expériences astrales, spirituelles ou mentales. Cependant, l'effet négatif des drogues peut entraîner une descente dans des plans astraux plus sombres. Il est important de ne pas imiter aveuglément les comportements d'autres personnes, car cela ne conduit pas nécessairement à leur réussite. La dépression peut être perçue comme négative, mais elle peut également être un moment de croissance et d'évolution. Ces considérations sur l'évolution personnelle sont plus importantes que l'image ou le comportement des autres. Il est essentiel de prendre soin de sa propre santé avant de se préoccuper des habitudes des autres. Fumer peut être à la fois bon et mauvais, en fonction de l'impact sur la santé et de la capacité à canaliser les énergies astrales. En résumé, l'auteur de ce texte soutient que l'évolution conceptuelle et morale d'un individu ne dépend pas uniquement de ses choix liés à son corps, mais également de sa capacité à s'adapter dans tous les aspects de sa vie. Il souligne également que l'homme est manipulé par l'esprit, mais que cela ne signifie pas qu'il est impuissant. Il encourage les individus à expérimenter la manipulation et à développer leur mental pour se libérer des problèmes planétaires. Selon lui, l'énergie supramentale peut venir manipuler le mental et permettre cette libération. Pour développer le mental, l'homme doit faire face à des problèmes de psychologie et d'astral. L'astral est lié à la mémoire et ne peut être le manipulateur total des phénomènes planétaires. Pour être libéré de la manipulation, l'homme doit rechercher des solutions à ses souffrances et à ses problèmes, ce qui permettra au mental de se développer suffisamment. L'homme est constamment manipulé dans le domaine de la matière, mais il doit chercher à se libérer de cette manipulation. La manipulation essentielle permettra à l'homme d'atteindre un mental développé et de se connecter à l'énergie supramentale ou divine. L'homme se manipule lui-même et souffre de cette manipulation. Il recherche souvent un manipulateur astral, mais il n'y en a pas. Elle agit comme le vent qui soulève la poussière dans les yeux, mais il n'y a pas de volonté derrière cela. L'homme doit se concentrer sur l'effet de la manipulation plutôt que sur la recherche du manipulateur. Chaque individu vivra des expériences différentes sur la Terre, car c'est la planète qui évolue, pas les individus. Il n'y a pas de justice sur Terre, mais c'est l'injustice globale qui permet l'évolution de l'homme. D'après ce texte, il est question de justice et de survie des individus. R mentionne que la justice ne doit pas être égoïste, mais répondre aux besoins de tous. Il affirme également que les individus sont manipulés par des phénomènes astraux qui ne concernent que leur survie. Cela les rend inefficaces, y compris dans leur propre survie, car ils n'auront pas suffisamment d'argent pour satisfaire leurs besoins et éliminer le phénomène de survie. L'auteur évoque ensuite un état où les problèmes matériels et de survie seront résolus, permettant ainsi de se consacrer pleinement au développement mental et à la manipulation ordonnée de phénomènes astro-vitaux physiques.